Aujourd'hui, un film qui représente une époque totalement révolue. Des mecs qui se baladaient à moto sans casque. Oui, parce que les casques, c'était pour les chachottes. Des mecs avec un niveau de virilité tellement élevé que je suis obligé de mettre un avertissement sur le taux de testostérone de la vidéo que vous êtes sur le point de regarder. Avertissement, le niveau de virilité de la vidéo que vous êtes sur le point de regarder risque de choquer les sensibilités modernes. Alors courez vite demander à maman, papa ou votre psychologue si vous êtes prêt mentalement à regarder et écouter une telle vidéo. Aujourd'hui, à revue de 1991, Harley Davidson et l'homme au Santiago. Et ça commence maintenant. Accrochez-vous au rideau, il y a une nouvelle... Le film commence par nous présenter Harley qui regarde par une fenêtre en pleine nuit. Harley est joué par Mickey Rourke dans un des plus grands rôles de sa carrière. Derrière lui, une jeune femme dort. Et on peut facilement imaginer qu'après une partie de jambes en l'air avec Harley, elle est totalement épuisée, incapable de même mettre une couverture sur elle. John Bon Jovi lance Wanted, Dead or Alive et Harley passe sur les routes d'Amérique vers la Californie. Quand le solo atteint son apogée, il arrive dans un petit garage tranquille. Il doit aller mettre un peu d'essence dans sa moto. Pour 10$ sur la pompe 2. Suzy. Couche-toi, pauvre cloche! Bouge pas! Et c'est là qu'on comprend qu'il y a des mecs qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Épatée par ce qu'elle vient de voir et clairement éblouie par la puissance de la virilité de Harley, Suzy, la caissière, n'a qu'une seule question pour lui. Hé, monsieur, vous avez un nom? Harley. Harley Davidson. Dans un bar miteux, exactement le genre de bar auquel je rêve la nuit, on rencontre un cow-boy, Marlboro. Marlboro est en train d'éduquer des glandus grâce aux leçons que son père lui a appris sur l'art de jouer au billard pour du pognon. Fait penser à ce que disait mon paternel avant de quitter ce monde pourri. Règle numéro 4, ne joue jamais du blé si t'as pas de quoi payer. Le problème des glandus, c'est qu'ils veulent ni payer leurs dettes, ni prêter leurs femmes. Paternel m'avait averti, le monde est plein de chochottes qui chient dans leur froc comme toi. Harley se pointe avec son flegme habituel. Chat, tu devrais être capable de te le faire tout seul. On a vu plusieurs types de puissance à revue, mais on n'a jamais vu la puissance des boules de billard. Après une baston dans laquelle Marlboro s'est quand même pris un petit coup de couteau, lui et Harley vont aller discuter sur un panneau publicitaire. Un truc que seuls les mecs comme eux pouvaient se permettre de faire à l'époque. Les mecs partagent un moment d'intimité émotionnelle. Seuls comme deux hommes, des vrais peuvent le faire, ils vont parler de leur peur, de leur foi en Dieu. Autre chose. Parle du paradis. Je parle de Dieu. Sur le chemin de leur petit bar préféré, un Concorde. Le futur. Oui, je dois faire une note, ok? Le film a été tourné en 91, mais il se passait en 96. Oui, apparemment en 91, ils croyaient que 5 ans plus tard, il allait avoir des aéroports de Concorde et plein de petits gadgets. Donc, est-ce que c'est un film futuristique? Absolument pas. Est-ce que c'était une bonne idée de faire en sorte qu'il se passe en 96 au lieu de 91? Non plus. Et peut-être que j'en parlerai plus tard, mais une chose est certaine, ça n'a pas aidé le film à bien vieillir. On est donc le 5 juillet 96 et c'est l'anniversaire de Marlboro. Et Harley, un copain fidèle, va lui offrir un cadeau, le flingue qu'il a taxé aux deux cons qui braquaient le garage plus tôt. Un Magnum 44 Desert Eagle. 8 dans le chargeur, 1 dans le canon. Quand ils rentrent dans leur bar préféré, eh ben Harley il va croiser les mecs en col roulé. Et si je l'ai pas dit 100 fois, je l'ai jamais dit, ne jamais faire confiance à des gens qui portent des cols roulés. Ils ont clairement quelque chose à cacher. Une chanteuse, Vanessa Williams, soupire un jazz. La chanteuse, c'est une des ex de Harley. C'est une histoire compliquée. C'est compliqué parce que Harley va se retrouver dans la petite salle privée derrière le bar où le champion de bras de fer va se souvenir que Harley a niqué sa copine, la chanteuse de jazz. Ta tchatch, c'est du pipeau. Et je ferai pas le chef d'orchestre. Et laissez-moi vous dire que ça fait mal.
Mais à la fin, il y a un véritable lien d'amitié entre les deux gars, et c'est pas une fille qui va détruire ça. Celle-là, tu la laisses tranquille. Je l'aime. Boel, il n'y a jamais eu que toi. On apprend maintenant que leur bar préféré est sur le point d'être saisi par une banque. Ils nous demandent 2,5 millions de dollars pour un bail de 5 ans. Aucun homme qui se respecte accepterait que son bar préféré se fasse saisir par la banque. Il doit donc trouver une solution. Ouais, j'aime cet endroit. C'est chez moi. Et s'il faut braquer une banque pour le garder, je la braquerai. Salut toi, qui vis sa vie Santiago au pied, clope à la gueule sur ta moto. Savais-tu que les abonnés de revue ont 50% moins de chances de subir un rétrécissement des testicules dû à la décennie 2020? Alors si, comme moi, tu souhaites garder un semblant de masculinité dans ta vie, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On retourne maintenant à Harley-Davidson et l'homme au Santiago. Ils ont donc décidé de braquer un fourgon de la banque qui veut prendre possession du bar. Et laissez-moi vous dire que les mecs, c'est pas des professionnels. Merde, réfléchis bien. Harley, c'est un flingue, pas une grenade, ça se jette pas. À un moment donné, ça fait juste te foutre la honte. Ça, à ton avis, c'est du boulot de demi-sel? Ouais, des pros m'auraient pris les clés. Et quand les renforts se pointent, eh bien les renforts, c'est un peu comme les chevaliers de l'Apocalypse. Ils ont sur eux un genre d'imperméable en Kevlar japonais. Ça, en 96, le Kevlar japonais, c'était une technologie de 1996. C'est Jack, en fin de compte, qui devait absolument pas faire partie du coup, qui va venir leur sauver les miches. Dans un cimetière d'avions qu'on reverra beaucoup trop souvent dans le film, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas volé du pognon, mais une drogue. Rêve de cristal. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'extrait de Rêve de cristal et non coupé. Et là, Gus, il est pas habitué encore à dealer de la drogue, comme il l'est devenu beaucoup plus tard dans sa vie, et il va paniquer, là. Je t'assure qu'on est sur la corde raide. Ces gars-là, c'est pas des petits dealers de Marie-Jeanne, c'est des tueurs. On rencontre maintenant Tom Sizemore, l'antagoniste du film, et Tom Sizemore en directeur de banque. Je suis pas certain, quoi. Si ce sont des amateurs, comment ont-ils détruit 2 véhicules, récupéré ce qui m'appartient et tué ces hommes, Alexander? C'est clair. Une banque qui servirait de couverture à faire du trafic de drogue. Oui, ça porte à réfléchir. Mais Harley et Marlboro, c'est des mecs d'une autre époque. Et pour relâcher la pression, y a rien de mieux qu'aller tirer un coup. Harley va se choper la serveuse, aussi connue sous le nom de Sucre d'orge, alors que Marlboro, lui, va aller jouer au con avec les flics. Une flic nommée Virginia, qu'il connaît sous toutes ses coutures. Face au mur, jambes écartées. Allez, cowboy. Et bien sûr, Virginia veut parler de ses émotions. Oui, elle va lui dire moi je vais me marier, j'en ai marre que tu te pointes à n'importe quelle heure de la nuit juste pour me sauter. Marlboro, il va choper sa clope sans se l'allumer. Et il va lui dire, avec son regard d'homme de cette époque-là, je fais ce que je veux. La nuit, je me sens seule. J'aimerais bien avoir quelqu'un dans mon lit. Là, t'as quelqu'un dans ton lit, que je sache. Le lendemain matin, Harley prépare le petit déjeuner dans la piole de Virginia. Un petit déjeuner tout pourri et cramé qu'il va laisser à Marlboro. Lui et Virginia vont aller manger dans un diner de coin de rue afin de nous offrir à nous de l'exposition sur le rêve de cristal, une drogue mortelle. On est accro dès la première fois quand on en prend et ça tue un consommateur sur 7. De retour à la piole de Virginia, on aura le droit à une phrase qui est restée dans les annales du cinéma bourrin depuis 1991. Il tire ma pétroleuse, puis taxe sa pétrolette. Maintenant qu'ils ont chacun leur moto, ils décident de se pointer à la banque. Et savez-vous quoi? C'est Tia Carrera qui les attend. Tia Carrera, comme dans plusieurs films de cette époque, joue une japonaise. Filez-moi le train. Avec plaisir. Cette rencontre devient une négociation. Dans la négociation, on s'entend pour 2,5 millions plus $1 contre la drogue. On se reparle quand tu percutes. Le soir venu, les hommes de main de Tom Sizemore se pointent au cimetière d'avions, en hélico et avec le pognon. Si tout ça vous semble beaucoup trop facile, vous avez raison. Parce qu'un peu plus tard dans la soirée, le moins cher des frères Baldwin se pointe au bar. Et ça va être un carnage, une boucherie, un massacre.
crever comme un con aujourd'hui. Et tout ça, c'est par ta faute. Encore une fois, pour nous prouver que ce film-là a pas très bien vieilli, Harley et Marlboro vont s'en sortir grâce à un niveau de sécurité dans les aéroports qu'on ne voit plus du tout. On veut pas vous faire de mal. Calmez-vous. Direction Las Vegas. Elle me fait gerber, cette vie. Grandis ici, figure-toi, espèce de tâche. Et justement, à Vegas, dans leur chambre d'hôtel, ils ont un petit différend, comprenez-vous? Oui, parce que Marlboro trouve que Harley ne démontre pas assez de compassion face à ses potes qui viennent de mourir. Mais Harley, lui, il est juste content d'être en vie. Au lieu de s'apitoyer sur le sort des morts, il veut célébrer la vie. On a 4 amis qui se sont fait descendre. Ça te fait rien? Marlboro, j'ai forcé personne à le faire, que je sache. Pas vraiment le temps de tomber dans de l'énorme sentimentalisme, OK? Parce que la pièce d'$1 qu'ils leur ont donnée, ils ont un GPS dedans. Et maintenant, ils ont les mecs au cul. Coincé sur un toit, il n'y a qu'une option. On va prendre 2 minutes pour envoyer chier la physique et on va sauter de 100 mètres dans une piscine d'à peu près 2,5 mètres, 3 mètres de profond. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Ils vont ensuite se retrouver sur un train de marchandises, comme des clodos. Ils en profitent pour discuter entre eux. Selon Harley, tout est réglé. Oui, parce que maintenant, il peut détruire le GPS et les gars les retrouveront jamais. Selon Marlboro, ça fait juste commencer. Il peut pas les laisser s'en sortir après qu'ils aient tué 4 de leurs potes. Et surtout, on oublie vite qu'ils ont fait tout ça pour sauver un bar. On essaie de nous faire croire que Harley se casse et qu'il laisse Marlboro tout seul. On n'y croit pas 2 secondes, parce que dès qu'il revient à Los Angeles, Marlboro va fermer le dossier Virginia et il y a Harley qui l'attend. Excuse-moi, je suis en retard. J'ai fait accrocher par Denver. Ils vont retourner sur leur panneau publicitaire préféré. Question encore une fois de partager leurs sentiments. Et nous, on aura enfin la satisfaction de savoir d'où proviennent les Santiago de Marlboro. Oui, des Santiago tout pourris qui tiennent avec du tape, mais pour lesquels Marlboro a clairement un attachement émotionnel. C'est quoi ces conneries avec tes bottes? Mon paternel qui m'en a fait cadeau. Première fois que j'ai participé à un vrai rodéo. Les 2 hommes se donnent maintenant la mission de venger leurs amis morts. Pour ça, ils vont refermer le dollar et donc réactiver le GPS. On retourne donc au cimetière d'avion où on aura la première de 2 confrontations finales. N'oublie pas que ces salauds sont blindés. Alors tu vises la tête. Tout le long du film, on a mis des phrases à gauche et à droite comme quoi Harley ne savait pas tirer. Eh bien, effectivement, Harley ne sait pas tirer. Combien j'en ai descendu? T'as dépensé $12 et t'as pas été foutu d'en buter un. Par chance pour lui, Marlboro est là. Ça changera pas que Marlboro va quand même se prendre une balle. Et le Baldwin qui coûte le moins cher finit par prendre Marlboro en otage. Merde, cette fois je suis mort. Où est le fric? Est-ce que je vous ai dit que Harley ne savait pas tirer? Ah! Ça fait mal. Mais la 2e fois, c'est la bonne. Mais tire! Harley Davidson et l'homme au Santiago montent donc dans l'hélico. Ouais, ils ont décidé d'engager le pilote d'hélico. Un choix judicieux. Direction le bureau de Tom Sizemore. Dernier mois de salaire. Tu bosses pour nous, maintenant. Tom Sizemore, toujours un sympathique vilain. Maintenant, vous remettez le bail du rock'n'roll bar à l'ancien nom. On laisse le bail tel quel. C'est tout. Et voilà le travail. Sauf que Marlboro, lui, moralement, et parce que son père lui a appris, il peut pas tuer un homme qui est pas armé. Ça me fait penser à ce que disait mon paternel avant de quitter ce monde pourri. Ne tire jamais sur un homme sans armes. Et toute cette conversation-là sur le fait de tuer ou de ne pas tuer un homme armé fait en sorte qu'il y a 2 mecs avec des shotguns qui se pointent. Lâche cette arme. Mais il y a une chose sur laquelle Tom Sizemore ne comptait pas. Harley et Marlboro ont engagé le pilote d'hélico, je vous l'ai dit plus tôt. Et l'hélico en question a une sulfateuse. Mesdames, messieurs, la puissance d'une sulfateuse. Marlboro finit par bien y arranger la gueule, mais comme la sulfateuse a pété toutes les vitres, on se retrouve dans une situation très 1980. Oui, pensez Robocop, pensez Piège de cristal.
Pour que ce soit un vrai méchant, il doit tomber d'un écran vert. Et la botte à Marlboro, qui est tout pourrie, va finir par céder, et c'est comme ça que Tom Sizemore va mourir. Marlboro retourne au rodéo, Harley retourne sur la route, et c'est la fin de Harley Davidson et l'homme au Santiago. Où est-ce que vous allez? Je sais pas, n'importe où. Je tombe bien, j'y vais aussi. Un film dans lequel il y a des nibards, une sulfateuse sur un hélico, des scènes d'hélico, deux personnages principaux avec des personnalités qu'on ne reverra plus jamais dans les films. Des bastons, des fusillades. Vous voulez quoi de plus au juste? Oui, ça aurait été bien que l'histoire de vol et tout soit un peu plus ficelée. Oui, ça aurait été bien aussi que les méchants du film aient un rôle un peu plus nuancé. Mais je vous ai dit avant qu'il y avait des nibards, une sulfateuse, des hélicos. On peut pas tout avoir tout le temps. Même si le film est sorti en 91, j'ai l'étrange sentiment que pour moi, il s'agit du dernier film des années 80. Peut-être parce qu'il y a Don Johnson et Mickey Rourke, peut-être parce qu'après ça, c'est plus dur de trouver ce genre de film-là, mais sincèrement, je le vois comme le dernier film des années 80. Et c'est la vie. Tout a une fin. J'essaye de jamais dire qu'avant c'était mieux. Je préfère dire avant c'était juste différent. Et différent, c'est pas forcément mieux, c'est juste différent. Mais des personnages comme Harley Davidson et l'homme au Santiago, Marlboro Man, on n'en voit plus dans les films, déjà parce qu'il y en a un dont le nom est basé sur des motos qui créent plein de gaz à effet de serre, et l'autre, c'est une marque de cigarettes, quoi. Fumer, c'est mal. Pour plusieurs personnes, ce film-là est un énorme nanar, et je comprends tout à fait leur point de vue. Pour absolument personne, est-ce que ce film-là et du cinéma. L'idée d'avoir tourné ça en 91, mais d'avoir mis ça en 96 est ridicule. Tous les événements qui se passent dans le film sont faits pour bâtir le personnage de Marlboro Man et de Harley Davidson. Même quand leur pote meurt, tu y crois juste à moitié, quoi. Pour moi, personnellement, ce n'est ni un nanar et ni du cinéma. Mais je vais vous dire, il est très haut sur ma liste de plaisirs coupables. Parce que je sais que c'est pas un grand film. Je le sais très bien que le scénario n'a aucun sens. Mais j'adore la chimie entre Rourke et Johnson. Je trouve qu'il y a une chier de répliques qui tue dans ce film-là. Don Johnson, les histoires avec son père. Mickey Rourke, qui est toujours à la fois charmeur et violent en même temps. C'est un plaisir coupable, dont je me reconnais coupable assez facilement. Je conseille quand même à tout le monde de le voir au moins une fois, quoi. Et ça va pas vous tuer. Au pire, après une demi-heure, vous allez arrêter de regarder le film, passer à d'autres choses. Mais regardez ce film-là pour ce que c'est. Un film d'une autre époque qui représente une autre époque avec des dialogues d'une autre époque. Et si vous faites ça, vous allez avoir du plaisir. Si vous portez un peu trop d'attention au scénario, ça risque de vous énerver. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et si vous aimez le contenu, maintenant il est disponible sans publicité et non censuré sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner juste ici, laisser un pouce et on se revoit la prochaine fois.